suis Alexandre Cuvin, je suis un coach agile technique avec Kazako, encore un nom barbare. Ce que ça veut dire, c'est que je suis un coach qui fait de l'agilité, mais qui fait aussi de la partie technique. Je viens du monde de la technique. Au tout début du siècle, on appelait en fait ces coachs agiles techniques des évangélistes. On allait évangéliser les entreprises aux bonnes pratiques du développement agile, essentiellement de l'extreme programming, un petit peu de Scrum, etc. Ce genre de choses. Voilà. Voilà, et petit à petit, c'est passé sur le nom du coach agile, et puis coach agile technique, voilà. Donc ça, c'est la petite histoire. Je suis ce qu'on peut dire, un serial entrepreneur. J'ai créé plusieurs startups. J'ai créé une grosse startup en Asie, c'est pour ça que pendant 5 ans, on ne m'a plus vu dans cette région. Puis après, je suis revenu en 2017. J'ai créé une startup qui fait une centaine de développeurs. Aujourd'hui, ils sont 250. Normal, je les ai vendus, du coup, ils ont pu grandir. C'est le genre de société qui était flat, et qui était un bon laboratoire pour moi, parce que comme ça, j'ai pu tester plein de choses. Aujourd'hui, je présente à mes clients des bonnes pratiques et tout ça. Voilà. Donc ça, et puis aujourd'hui, j'ai 2 entreprises ici. J'ai Secret Agile, Secret Dev, qui sont les 2 entités que j'ai ici. Alors, c'est encore tout petit. Secret Agile se concentre vraiment tout ce qui est dans l'agilité, transformation agile, accompagnement des équipes et tout ça, le truc habituel comme les 50 autres coachs qui sont dans la conférence. On fait de l'agilité, tout ça. Et puis Secret Dev, on fait du coaching, mais plutôt orienté sur la partie technique. Coaching DevOps, coaching autour du développement agile, du craft, des genres de pratiques et tout ça, formation et autres choses qui vont tout autour de ça. Voilà. Ça, c'est les 2 entreprises qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, voilà, c'est à peu près tout. Après, moi, je fais des conférences un peu partout dans le monde. J'en faisais beaucoup avant le Covid. J'ai regardé l'autre jour combien de kilomètres je faisais en 2018 et combien j'en ai fait en 2022. Il y a quand même un petit multiplicateur de 6 ou de 7 de différence. Je faisais quand même 1 ou 2 fois la tour du monde en faisant des conférences dans le monde entier. Voilà. Je suis invité un peu partout. Je fais aussi des formations management 3.0, je fais plein de choses. Aujourd'hui, je travaille sur un gros compte, un compte un peu plus petit, et puis plein de petits autres comptes, un très gros compte qui font une grosse transformation agile dans leur entreprise, sur toute leur service informatique. Il y en a pour un long moment. Et puis ils adoptent l'agilité. Et pourquoi ils passent sur l'agilité? Parce que beaucoup, en fait, ils ont la problématique, ils disent voilà, aujourd'hui, on fait de l'agilité. Nos équipes font déjà du Scrum, mais on fait du Scrum avec des projets. Donc chaque fois qu'on fait un projet, et à la fin du projet, on divorce, parce qu'on recommence chaque fois à zéro. Et chaque fois, les équipes réapprennent à travailler, parce que d'un projet à l'autre, ne sont pas forcément tout le temps ensemble les mêmes personnes, ils recréent tout ça. Par contre, ils ont compris un truc, c'est que quand ils sont en mode projet, ça marche, nickel, presque, pour certains. Et quand dès qu'ils se retrouvent en maintenance, c'est le foutoir, ça ne marche pas du tout l'agilité, les équipes aiment bien revenir dans les projets, etc. C'est le foutoir. Pourquoi presque? Parce qu'en fait, quand ils sont en mode projet, la plupart, il y a un truc qui reste toujours, qui s'appelle le run. La maintenance et tout ça. Et si les développeurs qui maîtrisent les applications, ils sont dans des projets, ils ne peuvent pas maintenir. Donc on va les piquer de temps en temps dans les projets pour les faire de la maintenance, pour aller faire des trucs et tout ça. Puis évidemment, les chefs de projet, ils sont tous en train de pleurer. Ils disaient, ouais, mais comment on peut respecter notre planning si chaque fois vous nous piquez nos développeurs? Donc c'est un foutoir monumental. Je pense que ce n'est pas la grosse nouveauté que je raconte. Il y a dans beaucoup d'entreprises un peu ça. Je ne vous demande pas si chez vous c'est la même chose. Je comprends, on ne veut pas trop montrer que c'est le foutoir chez nous. Mais ça, c'est dans la plupart. En tout cas, dans la plupart des clients qui me contactent, c'est ce foutoir. Donc il y a ça. Là, alors je ne sais pas si c'est le Covid qui a fait ça, mais aussi c'est beaucoup de clients, ils me contactent et ils me disent on a besoin d'aide aussi, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui part en burn-out. Beaucoup plus de monde qui est en burn-out. Alors je ne sais pas si c'est le Covid qui a fait ça ou pas, ou avant le Covid, il y avait déjà beaucoup de burn-out, mais voilà, il y a du burn-out, ils disent non, il faut qu'on change. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas demander aux développeurs, aux personnes de travailler sur 3, 4, 5 projets, 5% ici, 10% ici. Et puis en résultat, la somme, ça fait du 100%. Ah, mes journées, elles sont que 8 heures entières. Oui. Ah oui, il y a aussi les week-ends pour bosser. Et on voit des gens qui bossent le week-end, machin, tout ça, ils ne peuvent pas dire non. Ils ne savent pas dire non.
Résultat, à la fin, il termine en burn-out. Et puis un jour, il y en a un qui fait « je me barre, je vais aller bosser ailleurs ». Et puis ils sont là, puis il fait « oui, mais tu as toutes les connaissances. Tu as un interne, ça ne se barre pas, ça ne va pas ailleurs. » Ouais, ben moi je me barre parce que je suis fatigué. Ailleurs, j'ai le gros télétravail. Ailleurs, je ne bosse pas le week-end. J'ai une vie sociale, donc je vais ailleurs. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils pleurent tous. Parce qu'ils n'ont jamais fait de transfert de connaissances, parce que c'était le pilier, etc. Et c'est la cata. C'est tout un problème. J'ai un client, j'ai un deuxième client, on en connaît un autre client aussi, qui a aussi un autre, tout ça. Parce que je bosse de temps en temps avec aussi certaines personnes ici. Avec lui, je ne sais pas si on arrive à bosser une fois. Non, tu peux passer. Non, on n'arrive pas à bosser ensemble. Voilà, bon, il y en a certains nombres ici qui ont peut-être eu des expériences avec moi. Donc, voilà, il y a toutes ces expériences, il y a plein de raisons en fait de passer de projet à produit. Je vois des idées comme ça me dit que ça ne dit pas trop de conneries. Voilà, donc accessoirement... C'est toujours pas très clair. Hein? C'est toujours pas très clair. Il y en a qu'au CV. Ah d'accord. Tais-toi. Pas compte à 15 seuils. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, t'as pas corrigé, Le ça. colonne a disparu. Ça a merdé. Bon. Ok. Première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est un produit. Passer dans un mode produit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors un produit, c'est pas un logiciel, c'est pas une application. C'est pas j'ai une équipe Scrum travaille pour un produit, c'est-à-dire une application. Non, c'est pas ça. Alors, c'est vraiment juste pas du tout ça. Un produit, c'est un domaine métier et qui a une raison d'existence. Elle a une vision stratégique derrière. Voilà, ça va rapporter de l'argent à la société, ce domaine et tout ça. Elle a le droit d'une existence. C'est pas juste une application. On amène en fait un flux de communication entre différentes parties de métier. Je me rappelle bien. Un flux de métier de différentes communications entre eux. Ça a une raison d'existence et donc c'est un domaine. Donc on regroupe en fait un nombre de personnes ensemble qui parlent une même langue, qui comprennent en fait la même chose ensemble. Donc un domaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez finance, vous avez finance, comptabilité, assurance vie, pilotage des équipements, voilà, il y a différents domaines. Il n'y a pas que du domaine commercial, il y a aussi du domaine industriel et tout ce genre de choses. Ça, c'est en fait des domaines, c'est des domaines métiers. Et on regroupe en fait des gens qui parlent la même langue, c'est-à-dire par exemple, qui parlent de la comptabilité, et puis on met le métier, les acteurs du métier vont être quasiment tous identiques. C'est pas un acteur d'ici, puis un acteur de là, puis un acteur là, puis chacun il parle une autre langue. Et puis au milieu, vous avez l'équipe d'ingénieurs qui dit nous on a tout compris ce qu'ils veulent, mais eux ils n'ont rien compris. Donc on va faire leur application pour eux. Ça ne marche pas. C'est la meilleure façon d'avoir en fait des clients qui sont pas contents. Là c'était là les écoles. Alors moi j'ai mis une démarche. Ça c'est une démarche que je mets en place chaque fois que je viens. Des fois je prends tout, des fois je prends moins et tout ça. Alors qu'est-ce que je fais? La première seule chose qui m'intéresse, c'est de voir la stratégie future. Alors c'est pas tous les clients que je fais ça, parce que certains clients je dis, vous avez des objectifs stratégiques qui me font Casako. Je fais d'accord, ok. Et tu peux bien les bosser avec les objectifs stratégiques pour qu'on puisse commencer à bosser sérieusement. Chez un client on fait ça. C'est lui qui s'emmerde avec eux. Ça va? Je souffre. Tu souffres. Il souffre. Je comprends mieux. Bon, alors, il y a des clients qui connaissent, qui savent qu'ils ont un objectif stratégique, donc on va travailler en premier sur cette partie à eux. C'est de comprendre en fait qu'est-ce que ça va être en stratégie. Qu'est-ce qui va venir en futur? Quels vont être nos enjeux commerciaux dans le futur? Tous ces genres de choses. C'est ça qui va nous intéresser. Parce que créer des équipes qui font dans des domaines spécifiques, c'est joli. Ici, à la fin, on a bien fait une belle équipe, on a fait un domaine, et puis on dit, ok, c'est quoi les projets qui vont pas travailler après? Et non, on n'a pas cette année. Finalement, ça sert à quoi cette une équipe qui fait un domaine qui n'intéresse personne? C'est de la perte, c'est la pure perte. On ne va pas créer un domaine pour créer un domaine. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est souvent omis. Après, on va regarder les domaines métiers. Je vous montrerai après, j'ai différentes pratiques que j'utilise, et puis j'ai à l'appui des spécialistes qui le font aussi bien que moi, voire beaucoup mieux que moi. Donc, je ne dirai pas trop de conneries.
Vous verrez, vous pouvez lire leur livre, vous verrez que je ne dis pas de conneries. Voilà. Fonctionnement de leur domaine, ça c'est important. Comprendre en fait les différents domaines, comment ça fonctionne. Pourquoi le domaine, par exemple, le domaine des commandes, comment il est communiqué, est-ce qu'il communique avec le domaine des paiements, avec le domaine de ça, les différents domaines, comment ça fonctionne. Important. Ça c'est de l'architecture. On va peut-être travailler avec des architectes d'entreprise qui ont en fait un écosystème des objets métiers et qui vont pouvoir montrer en fait comment ça fonctionne tout ce système. Parce que c'est intéressant, c'est important, parce que quand on commence à parler avec le métier et puis on dit voilà, mais quels sont les domaines qui auront un sens dans un futur, on regarde en fait est-ce que ces domaines, ils ont des relations et qu'ils n'ont pas trop de dépendance l'une de l'autre. Parce qu'après créer des domaines pour après avoir tout le temps en train de bosser tout le temps, tous ensemble, en tant qu'un on les laisse ensemble, c'est un laisser arriver. Donc ça donne déjà des informations en plus. Et puis après on va regarder l'organisation. Les logiciels existants, voir est-ce qu'il y a la corrélation, en fait, les deux premiers points entre la stratégie, le futur et les logiciels qui sont existants. Est-ce que c'est corrélé ou c'est complètement décorrélé? Souvent, les logiciels représentent le foutoir que vous avez au niveau des domaines. La loi de Covey. Ça montre la communication autour et puis un peu le foutoir et la communication qu'il y a dedans. C'est plus ou moins. Il n'est pas d'accord avec moi. Non, j'ai le bazar. Hein? Ah, tu disais le bazar, ouais, ok, c'est à peu près la même chose. Alors, puis à ce moment-là, on va designer. On va designer votre solution, on va designer, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, on va regarder, et on va surtout identifier tous les risques. Tous les risques, parce qu'en fait, vous avez toute une équipe de managers qui sont devant vous, qui vous disent oui, 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 puis on dit bon, demain, on commence. Et puis regarde, il fait non, mais ouais, mais et puis les vacances, ça fonctionne tellement. Ça, on s'en fout. Et puis. Dans certaines entreprises, ce que je fais, c'est que je dis bon, ben voilà, ça c'est l'image, c'est ce que vous voulez atteindre, et ça c'est on est aujourd'hui. Ok. Quelles sont toutes les emmerdes qui nous ont empêchés d'arriver ici, mais que finalement on est arrivé. Donc on va identifier en fait tous les problèmes, tous les risques qu'ils ont, qui pourraient empêcher d'avoir cette transformation. Puis après, on commence à essayer à les résoudre. Donc, on fait du problème management, du solution management, ce genre de choses, pour essayer de les reconforter, pour qu'ils aient moins peur pour faire cette transformation. Avec Ludovic, dans un client, on a fait mardi, Congo. Donc, ils sont tous en train de s'inspirer, ils ne sont pas ici parce qu'ils sont en train de bosser. Et puis après, alors, plus important, on expérimente. Le fait de passer de projet à produit, à un moment donné, il faut expérimenter en fait les hypothèses qu'on s'est mis. On a mis des hypothèses d'organisation, tout ça. Expérimentons en regardant est-ce que ça marche pas. Parce que si on attend tout le temps le moment parfait, c'est bon, en 2050, on est encore là. On n'a rien bougé. Ça, c'est un exemple chez un client que je suis en train de suivre. Donc là, on a fait son atelier sur Miro et tout ça pour comprendre comment faire. Donc, il y a différents machins tout en haut. Ce qu'on a essayé de surtout faire, c'est de voir en fait tous les domaines, toutes les applications qu'ils avaient et les individus où ils se trouvaient, où ils étaient spécialistes. Donc on a vu qu'il y avait des héros. Il y a un gars qui est là-dedans, il est tout partout. En fait, les lignes, les colonnes, en fait, c'est les individus. Donc il y en a un là, il est quasiment partout. C'est des super-héros. Donc cela, c'est gros problème. Il va aller où? Eh ben, il va devoir choisir. On va devoir apprendre à faire du transfert de connaissances et puis on va arrêter les effets héros. Donc, Il ne voilà. faut pas qu'il tombe malade. Hein? Il ne faut pas qu'il tombe malade. Ah non, il ne faut pas qu'il tombe malade. Il ne faut pas qu'il se barre de l'entreprise, ce genre de personne. Il ne faut pas qu'il prenne des vacances. Bah, les vacances, il n'y a pas. Moi, je dis chaque fois, en fait, j'ai été dans une entreprise, j'avais dit, ils avaient un héros. J'ai dit, c'est très simple. Toi, tu es un héros. 2 règles. Quand tu pars en vacances, tu nous le dis à l'avance pour que tout le reste de l'équipe part en vacances. Ça ne sert à rien qu'on reste. De toute façon, on ne peut rien faire sans toi. Donc, on part tous en vacances. C'est réglé. C'est plus simple. On part en vacances, il n'y a pas de problème. Puis la deuxième règle, quand tu vas aux toilettes, tu nous annonces. Histoire qu'on sache qu'on écoutait. Donc, si tu veux pouvoir partir en vacances tranquille, et tu as le droit d'aller aux toilettes tranquille, arrête tes conneries d'être un héros. Et libère.
distribue ta connaissance. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Ben, c'est la règle des règles, c'est la règle de roi. En Allemagne, vous avez 5 semaines de vacances. Hein? Alors en Suisse, ça dépend des entreprises. Officiellement, c'est 4 semaines. Un certain nombre qui sont sympas font 5 semaines, et un certain nombre qui sont encore plus sympas font encore plus que ça. Ben, c'est simple, j'ai 365 jours de vacances. Si je peux les prendre. Bon, il faut que je bosse, donc je ne peux pas vraiment les prendre. Qu'est-ce qu'on fait au début? Ben, on design en fait l'actuel. Comment elle fait organiser l'organisation. Là, ce que j'ai pris en fait un système qui s'appelle, c'est Jürgen Appelo qui a fait en fait un hacking de Team Topology, et puis qui a rajouté un peu plus d'autres couleurs. C'est Switch It, Je sais pas. tu sais plus? Hein? Voilà, Unifix, merci. Unfix. Unfix, voilà, tout à fait, Unfix. Et Unfix, en vert c'est l'infrastructure, en bleu tout en haut c'est la gouvernance, c'est toute l'équipe de management. En jaune, c'est les équipes qui ont une durée de vie sur une mission, un projet par exemple. Et puis en rouge, c'est les équipes qui n'arrivent pas à se séparer de l'une de l'autre. En violet, c'est des facilitateurs, donc vous avez les architectes, les product owners, des personnes comme ça qui facilitent. Là, il y a, voilà, c'est coach, scrum master et puis product owner. Voilà. Donc on fait en premier un truc, ça c'est l'image, c'est la big picture de ce qu'on a aujourd'hui. Après on regarde déjà avec, on se dit ok, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Connaissons déjà tout ce qu'on a réfléchi avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à quelque chose de plus simple? Alors au lieu de travailler en projet, on se dit ok, bon, on va faire travailler par domaine. Là, on a sorti 3 domaines. Comment ça va? Ça se simplifie, ça va déjà mieux. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur plusieurs domaines et ça devient compliqué. Nous, on est arrivé à peu près à ça. Puis après, on est à discuter, puis on est sorti sur 3 hypothèses d'organisation qui pourraient être plus propres. Donc là, au lieu de passer sur 3 domaines, alors 3 domaines, c'est encore là-haut, avec des spécialités, on a sorti les tests, les TNR, on a mis toute l'équipe hors des équipes Scrum parce qu'ils n'avaient pas la même mission, ils ne sont pas alignés avec le reste de l'équipe pour l'instant. Donc on les sort. Là, on a décidé de dire, bon, bah, on fait seulement 2 produits. Là, c'est une proposition des équipes de développement qui propose de faire 3 équipes, 3 produits, et puis on sort l'analytique des équipes Scrum. Mais le manager d'équipe de l'analytique, il a fait net. Je les veux dans les équipes Scrum. Et voilà, ça fait des infos, tout ça. La prochaine séance qui va se faire un de ces jours bientôt, l'objectif c'est qu'en janvier, ils partent en mode production. Et on ne leur laisse pas le choix. Vous avez toutes les vacances pour réfléchir. Ils sont heureux. On a mis la pression, mais ça va et ça va avancer, on verra bien. Mais voilà, là on a pris ça. De l'autre côté, moi ce que j'ai fait dans ce projet, c'est que j'ai aussi regardé, en fait, j'ai discuté avec les architectes, on a suivi les architectes, on a regardé les produits qu'ils ont, comment les applications elles sont liées, comment elles sont connectées, etc. Pour savoir est-ce que c'est un sens de faire comme ça, ou bien en fait en réalité on a un gros pâté et on ne peut pas la dissocier aujourd'hui parce que l'architecture informatique ne le permet pas. Alors, ce qu'on a vu c'est plus ou moins faisable, donc ça va aller. Mais c'est important de voir cette partie informatique. C'est pas gentil. Hein? C'est pas gentil pour un coach agile. Là, je ne suis pas gentil. Tu les obliges à changer. Je ne les oblige pas. Je leur propose de changer. Bah, ils me contactent, c'est parce qu'ils ont envie de changer. Du coup, cette analyse avec les couleurs et tout ça, non? Ouais, Unfix. Ah, c'était ça. C'est Unfix. Là, ça, c'est Unfix. Après, il y a plus 5, ça peut être une collier. Mais je vais en parler. Vous en faites pas. Alors, un gars très sympa. Je trouve, alors, ça, c'est du côté de Singapour. Ils sont tous ça. Ils bossent chez. Comment tu prononces? ThoughtWorks. ThoughtWorks. Voilà. Accessoirement, c'est la boîte où vous avez Martin Farwas, qui est un grand spécialiste informatique. Pour ceux qui viennent du monde du développement, pour ces bouquins, il y a des différents bouquins sur le technique, l'architecture, tout ça. Il est assez connu dans le monde. Là, il a écrit donc un bouquin de lui, Sirian Narayan, il a écrit le bouquin Agile Organization Design, qui est pas mal intéressant, et qui parle en fait de comment organiser les équipes en business capability. Donc avoir des capacités business, en fait, plutôt essayer peut-être avoir comme des mini startups
Il devrait dire que c'est la fin des réactifs. Oui, Oui, en fait, je me demandais par rapport aux héros ou héroïnes qui, justement, ces personnes-là, quand on doit leur enlever un petit peu leur multi-casquette, comment faire si, d'une part, elles sont tout le temps dans l'opérationnel, elles ne veulent pas changer, et qu'à la fois le management, en fait, va pas vous appuyer dans cette démarche, parce qu'ils sont bien contents de les avoir à leur... une transformation organisationnelle comme ça, si le management n'est pas d'accord, on commence même pas. Oui. Alors, des fois, on fait les sauvages, on les presse et puis ils font OK. Ou ils se sentent tout seuls parce qu'ils voient que les autres copains, les autres managers, ils ont fait OK, puis eux, ils ont fait non. Puis, tout le monde a fait OK. Bon, d'accord. Dans une autre entreprise, je me rappelle, en fait, on avait mis en place, on a dit, OK, maintenant, on fait décentralisation des décisions. Bon, toutes les équipes prennent des décisions. Évidemment, il y a certains managers qui font, non, mais moi, je suis manager, c'est moi qui prends les décisions. J'ai mis en place un Scrum Master qui avait ordre de mordre chaque fois qu'un chef venait. Et chaque fois que ce chef il venait, il arrivait, il se faisait mordre. Il s'est fait mordre 2 fois, il a arrêté. Il a dit, OK, j'ai compris, je n'ai pas le droit de toucher. Et d'un point de vue gestion, Laisse-les s'auto-organiser, s'auto-gérer. d'un point de vue gestion de projet, avoir une personne héros, c'est un risque. Bien sûr. S'il y en a qu'un. S'il y en a qu'un. Oui, mais certaines organisations, je suis totalement d'accord. Mais j'ai un client, j'en ai un certain nombre de clients aussi, qui ont fait un héros. Chaque application a son héros. Oui. Ils ont 100 applications, ils ont 100 développeurs. C'est tous des héros. Une modèle qui va développer un surgeon team. Non. L'équipe chirurgicale. C'est modélisé. Tu as un gars au milieu et tous les autres aident le gars au milieu. Oui, Utilise le croissant. Non, on rigole. ouais, on rigole. Mais voilà, oui, il y a ça. Là, il faut casser. Il faut gentiment casser. Il faut amener. Il y a des pratiques comme le bus factor, qui est d'amener en fait petit à petit, faire le transfert de compétences pour que tout ça. On demande par exemple au product owner, on dit tu mets dans ton backlog uniquement 1 ou 2 sujets. Donc tu forces que forcément les autres développeurs, ils sont obligés d'aller bosser sur d'autres sujets, autrement ils n'ont rien à faire. Donc on va les forcer à aller apprendre autre chose. Imagine. Hein? Imagine. Voilà. Donc, business capability. Pour montrer que je ne dis pas de conneries, Gartner. C'est Gartner. Ah ouais, voilà. Si Gartner fait quelque chose, ça veut dire que c'est juste. Moi, c'est ce qu'on m'a appris dans les entreprises. Et là, je viens de nous donner la grande parole, il fait ça. On fait venir Gartner. Je dis, qu'est-ce que Gartner il va vous dire, il va vous raconter plein de choses. Non. On va faire tourner que Gartner dise exactement la même chose que toi. Si eux, ils ont dit oui, c'est bon, on peut y aller. Si tu te plantes, c'est pas grave, c'est Gartner qui s'est planté. Je fais, c'est génial. Ok, on fait venir Gartner et tout ça. Bon, ils n'ont pas dit trop de bêtises. Ils ont dit, voilà, il faudrait que les entreprises se tournent aussi sur la business capability. Donc, c'est la bonne parole, donc ça doit marcher. Ok, ça c'est une façon. Team topology. Combien on connaît ce truc? Ce bouquin? C'est la mode depuis aujourd'hui. Ouais, c'est la mode. C'est le Graal. C'est le Graal des coachs. C'est le Graal des coachs. Il y a plein de coachs qui vous disent Team Topology. J'ai Team Topology, j'ai appris Team Topology, je peux vous transformer. Tout sera pour 2023, il y aura tout ça. 2023, tout le monde va faire du Team Topology. Oui, ça aide. Si vous avez déjà des organisations qui font déjà de l'agilité et que ça marche, n'est pas avec du Team Topology. Ça ne sert à rien. Team Topology, c'est bien pour hacker des entreprises legacy qui ont une organisation un peu pas très adaptée pour être agile. Et venir avec le Team Topology, ça aide à casser cette legacy. Comme les banques privées, les gars. Ouais, ce genre de choses. Ce genre de boîtes qui sont bien lourds avec des centaines de couches de management. Alors, qu'est-ce que c'est Team Topology? C'est très simple. En fait, il y a un certain nombre de formes et tout ça. Il y a surtout beaucoup d'exemples. Non, mais il est intéressant. Il faut le dire comme une fois. Stream and Lifetime, c'est les équipes. En fait, l'objectif, c'est des équipes qui vont, en guillemets, des équipes produits, qui vont travailler sur une mission donnée, sur un certain temps. Plutôt long que court. Voilà. Ça peut être un projet, et comme ça peut être un produit stratégique qui a une certaine longueur. Ça, c'est ça. Il devrait être normalement autonome, s'auto-gérer, qui devrait aller bien dans le meilleur du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout.
ça devient compliqué. Donc, à la limite, on met des systèmes compliqués, des subsystèmes compliqués pour supporter cette équipe en des choses que, en fait, voilà, la Streamline ne peut pas faire aujourd'hui, mais parce qu'il y a un groupe bien restreint qui peut faire ça. Une plateforme team qui ont leur job de faire le nécessaire pour que les équipes à la limite Streamline puissent être autonomes. Par exemple, la plateforme team, elle est vouée à un moment donné à disparaître. Quand elle a fini sa mission, c'est que la Streamline team, elle est autonome, on n'a plus besoin d'équipe plateforme. Je ne vous cache pas, ils vont être là encore, ils vont toujours trouver des trucs à faire. Mais c'est un peu l'objectif. Voilà, on a des teams à peu près la même chose, après ça c'est les relations et tout ça. Je ne peux pas aller en détail, je vous laisse me lire le bouquin. Raconte, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Une connerie, c'est laquelle des équipes qui apportent de la valeur? Streamline. C'est laquelle qui apporte de la valeur? Qui travaille avec le client. C'est laquelle? Tu vas dire qu'elle apporte de la valeur. C'est quel qui travaille avec le client? La stream. C'est la stream. Voilà. Tout à fait. Pas la enabling? Hein? Pas la enabling? La NRD? Bah non, c'est la dernière. Hein, ça. Je suis toujours mélangé avec Unfix, parce qu'Unfix, en fait, ils ont une équipe UX ou je ne sais pas quoi, qui est en fait celle qui travaille avec le client. L'enabling, je ne sais plus jamais. Ouais, là, c'est au sens d'enabler technique. Ouais, c'est les enabler techniques, hein, là. Ouais. Ah, donc, C'est dans Unfix qu'il y a une équipe, en fait, qui est plutôt fonctionnelle et tout ça. donc on a bien créé des silos fonctionnels qu'on a appelés d'autres noms. T'as tout compris. Voilà. Voilà, t'as compris. Parce qu'on peut être dérangé par le client. Bon, allez. Team Topology, c'est bien, c'est joli, c'est tout ça. Mais c'est qu'il ne faut pas oublier, ça doit être aligné au logiciel. Et le logiciel, ça doit être un modèle du business model. Alors c'est vrai que si le logiciel n'est pas un modèle du business model, on ne va peut-être pas aligner notre organisation à un foutoir, à un bazar. Donc il faut quand même travailler dessus là-dessus. Et ça, c'est un fait que je trouve important. Autre fait important des équipes, autonomie, maîtrise des buts. C'est qui a dit ça? Pas un coach. Ou pas la même personne qui a parlé juste avant. Plus autonomie et mastery. Hein? Mais pas toi, c'est pas toi qui parle. C'est qui a dit ça? Autonomie, maîtrise des buts. Hein? Vous n'avez peut-être jamais lu le bouquin Drive de Daniel Pink? Lisez ça. Ça fait partie des bouquins à lire. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais, hein. Drive, il faut le lire. Important. Ou regarder la vidéo. Ou regarder la vidéo sur TED qui est aussi très bien. Voilà. Un autre point, un autre fait, un bounding context, c'est une limite pour un modèle exprimé dans un langage cohérent et adapté à un objet spécifique. Alors ça, c'est un terme qui vient du Domain Driven Design, ou Kezako. Ça vient en fait, alors ça a été créé par Eric Evans, merci, j'en profite, c'est un spécialiste. Eric Evans qui a créé ça, c'était combien, il y a quelle année? 2003. Et il faut combien de doctorats pour comprendre la phrase? Non, bon, en 2003, donc ça fait un moment déjà. Aujourd'hui, en fait, ça commence à vraiment à monter en puissance, en fait, le domaine du design, parce que c'est plus du tout uniquement du logiciel, on commence à penser aussi organisation dessus. Et un bounding context, en fait, très simple, c'est un groupe de domaines qui ont un sens d'être ensemble et qui parlent la même langue. Donc, sinon vous avez des domaines qui parlent le chinois, le français, l'anglais, on ne les met pas ensemble parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Par contre, si vous avez des Français, des Québécois et des Luxembourgeois, et éventuellement les mettez ensemble. Les Belges et les Suisses, vous les mettez ensemble parce qu'ils arrivent à plus ou moins parler ensemble. Ouais, les Suisses alémaniques. Les Suisses romans. Ah ouais, raciste. Voilà. Raciste. Hein? Les Suisses alémaniques, ils parlent français. Pas tous. Pas tous, pas tous, pas tous. Alors là, c'est un modèle émergent. T'as vu? Je comprends bien. Warner Mapping, c'est un modèle, je vous ai mis l'URL qui est ici, là. Learning Warner Mapping, c'est un modèle qui est intéressant
pour comprendre en fait la stratégie de vos futures applications, de votre business, tout ça, dans l'organisation. Donc on regarde la value chain, si c'est visible, invisible ou visible. On regarde en fait son évolution, où on en est. Est-ce que c'est dans les liens du cerveau de certaines personnes, c'est custom, est-ce que c'est un produit aujourd'hui, voilà, community, voilà, où on va en fait dans les différentes applications. Et avec ça, ça permet en plus les relations, les différentes solutions, choses qui existent, comment elles vont. Et ça nous permet en fait de dire, ah bah tiens, ce groupe d'applications ont un sens d'être ensemble, on va le mettre au niveau d'une plateforme, parce que tous les autres, ici on a tous des équipes, des streamlines, les jaunes, elles ont tous une relation avec eux. Donc au lieu d'essayer de mettre le active team avec des choses qui sont là-dessus, et puis rendre le système trop complexe, on dit oh, ouais, ça a du sens à être une plateforme, et puis les autres c'est des streamlines. Voilà, c'est un sens d'être ensemble, pour éviter un minimum, minimiser la dépendance entre les différentes applications. Ils doivent gérer chaque domaine, dans chaque équipe. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc là, on travaille stratégique, team topology. Ici, en l'occurrence, c'est pas la guerre. Hein? Tu découpes le ERP avec stock, service et order processor, t'as la guerre. Je m'en fous. Oui, mais le problème, c'est que stock, service et processeur, il y a aussi loyal team qui en a besoin, et le stock service, tu as le retail mobile team qui en a besoin aussi, donc qui c'est qui gagne? On met une équipe plateforme au milieu, comme ça ils sont copains. Si tu lignes avec le budget, c'est l'ERP qui gagne. Hein? Oui, mais après tu vas essayer d'expliquer à l'ERP team que tu as besoin de quelque chose, de l'équipe mobile qui est beaucoup plus rapide que le ERP team qui est, évidemment, c'est un peu du SAP, donc c'est là. Oui, mais l'ERP team, ils auront toujours raison parce qu'ils sont plus arrogants. Il a coaché les équipes SAP, c'est pour ça. Il faut l'excuser. Neptune, auteur de différents bouquins qui sont très intéressants. Lui, il voit en fait différemment. Il est plus proche en fait sur ce que moi j'aime organiser tout ça. Lui, il va utiliser en fait des designs de domain-driven design. Ce qu'il fait en fait, il fait des événements d'event storming. Qui connaît l'event storming? Juste mon fan club. D'accord. Ok, event storming, c'est un événement avec des jolis post-it. On va essayer de comprendre en fait les domaines et puis les termes linguistiques des différents produits. C'est un mélange entre du story mapping et du domain-driven design. On invite tous les gens du métier, tous les experts du domaine, on invite aussi les développeurs, on invite toutes les personnes qui sont dedans, et on fait un événement. On tire une grande feuille qui va de 10 mètres, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout le workflow, la solution et tout ça. Moi, j'ai fait, pendant la période de Covid, j'ai fait des event storming avec que du métier qui voulait comprendre comment ils travaillaient. Ils ont découvert qu'en fait, dans un même service, il y avait des jeunes et des anciens qui ne parlaient déjà pas de la même façon. Et ils ont dû se mettre d'accord, ok, c'est quoi le terme métier? C'est l'ancienne pratique ou la nouvelle pratique? Donc il y a eu ces genres de discussions. D'accord, voilà. Ça va permettre de comprendre. Ce qui permet aussi, surtout, c'est qu'en fait, ces post-it ont des couleurs qui ont un sens donné. Ceux-là, c'est des événements. Ceux-là, c'est des actes. Attends. Là, c'est des actions. Non. Dans les actions, c'est les jaunes-là. Ça, c'est les événements. Les autres, c'est décision. Ouais, C'est comme dans l'UML. ouais. Après, les systèmes, les violets, c'est des systèmes. Chaque post-it a des raisons. Si on va plus en tactique, les développeurs peuvent utiliser carrément un post-it, c'est une classe. C'est un objet, non, si c'est ça permet de designer l'application avec le métier. C'est génial. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on identifie les domaines et puis on décide que ce domaine a plus de sens, un sens d'être ensemble, c'est ça. Parce qu'on parle de la même langue, on parle de la même chose ensemble. Voilà. Et puis on définit ces domaines, on définit un bounding complexe ensemble, un autre bounding, etc. Sur le C. Puis après, un certain nombre de switches, j'ai combien de temps 7 minutes. Oh purée.
Je suis plus à stress que toi. Voilà, donc on fait tout, et puis on fait les mains de contexte et on part. Ça, c'est une pratique que j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup faire comme ça. C'est simple. C'est simple à comprendre et puis en même temps, on a designé l'application. Ça, je ne vais pas vous expliquer, c'est trop long à expliquer. Suzanne Kaiser, elle a son livre qui n'est pas encore sorti en fait. Il sort en 2023. C'est déjà en précommande. Elle prend le World Mapping, le domaine Human Design et Thinkology ensemble pour imaginer en fait, il va définir des produits et tout ça. Il y a plein de conférences. Si vous cherchez sous le nom en fait, de son bouquin, vous allez trouver des vidéos sur Internet. Normalement, sur Kandinsky, ils ont sorti, j'ai vu hier qu'ils ont commencé à sortir les vidéos de la Nana conférence. Vous pouvez voir sa conférence qui explique tout ça. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'adore sa présentation. Ça, on y va très vite. Autre chose donc, que j'ai vu que quelques minutes, sur GitHub, qui est en fait un repository normalement de code et tout ça, vous avez ce qui s'appelle DDD Crew. Donc, pour aller domaine Human Crew, où à l'intérieur, ils ont posé plein de documentation, des canevas, des outils qui vous permettent en fait, de mieux comprendre et comment travailler avec tous ces outils au niveau du domaine. Ça, par exemple, le context mapping, ça vous permet en fait de réfléchir en fait la relation entre différents domaines. Mais par exemple, on peut très bien transposer ça pour faire la relation entre différentes équipes, voir comment en fait cette relation elle existe et tout ça, et comment on va pouvoir l'adapter, l'améliorer, etc. Est-ce que par exemple, on a un domaine 1 qui est simplement fournisseur d'un autre domaine qui est justement client, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est des partenaires? Ça veut dire qu'en fait, on doit travailler sur les mêmes parties des produits ensemble, mais ça, c'est plutôt quelque chose qu'on devrait essayer de casser. Parce que quand il y a deux équipes qui travaillent sur la même partie de code, je n'explique pas, certains développeurs ils vont dire c'est cassé. On va essayer de casser ça. Et puis avant ça. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Il y a plein de business, il y a plein de canevas en fait pour trouver. Il y a de la documentation, tout ça. Ça, je vous recommande, c'est un très bon site. Voilà. Et puis, dernier truc très rapidement qu'il ne faut pas oublier, c'est que les équipes, donc les équipes de produits, tout ça, elles ne sont pas statiques. Ce n'est pas une fois que vous l'avez créée, qu'elles sont figées, elles ne bougent pas. Elles bougent dans le temps. Il y a quelqu'un qui est dans l'équipe A, au bout d'un moment, il a envie de voir le domaine B, ben, il ne faut pas dire non, tu es dans l'équipe A, tu ne bouges plus. La prochaine fois que tu bouges, en fait, tu t'es viré. Non. Il a la droit, il a la possibilité. Elle a fait un beau bouquin qui s'appelle Dynamic Routing, qui explique en fait la vie en fait, des équipes, de comment ça se passe et tout ça, très intéressant. Exemple très rapide, par exemple, de Dynamic Routing, c'est chez LIP. Il y a quelqu'un de LIP ici? Non. Bon, dommage. Je ne vais pas pouvoir dire que je dis des conneries. Par exemple, chez eux, un individu il travaille en fait, dans un certain secteur et tout ça, il a envie de changer d'équipe parce qu'en fait, il travaille en holocratie, donc c'est des cercles et tout ça. Et ben, simplement, cet individu, il va voir le cercle qu'il a envie de rejoindre et puis il dit voilà, moi j'aimerais bien vous rejoindre votre équipe parce que je vais vous amener cette valeur, ces connaissances, j'ai cette expérience, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Puis là, l'équipe, il va regarder en fait l'offre et puis il va dire ok, yes, non. Ça m'intéresse pas que tu viennes nous rejoindre, au revoir, puis fini. Ou bien ça peut être simplement une équipe qui voit en fait les nouveaux projets qui vont travailler ensemble et ils voient qu'en fait il leur manque des ressources, des connaissances et tout ça, et ils vont faire un appel d'offres sur le système, c'est-à-dire l'organisation, puis ils vont dire voilà, non, on aurait besoin en fait de telle autre ressource, qui sait qui serait intéressé de venir. Évidemment, la personne qui quitte son équipe précédente, elle quitte en allant une vue économique, c'est-à-dire elle a déjà transféré sa connaissance. Son ancienne équipe ne va pas pleurer parce qu'il part. Il a laissé en fait les bagages nécessaires et tout ça. Cool. Voilà le truc. Ça aussi, mon bouquin, je vous propose de recommande de le lire pour avancer. Ça va plus vite. Je suis dans les temps. Arrivé. Je vous ai mis le livre, tout ça, tous les livres que j'ai parlé. Donc, Domaine Human Design de Kelban, c'est le premier bouquin à lire au cas où. Thinkology, si vous ne lisez pas, ça vous n'allez pas être in en 2023. Donc, il faut lire.
C'est ça. Ça, bah, vous pouvez précommander, mais c'est pas encore sorti, autrement les autres bouquins. Ils sont là. Je sais pas comment vous faites. Après les présentations, vous les posez quelque part. Généralement sur une petite table dans les salles, mais non, pas de Non, non. Les présentations. Non, mais celle de la salle principale. Ça présente pas. Ça va être en ligne. Non, c'est en ligne. En ligne. Oui. De toute façon, je vais le poser. Si vous cherchez, je le posterai sur LinkedIn. Les trucs. Voilà. Et puis si jamais vous voulez avoir plus d'informations, me contacter, je suis encore là, je vais rester ce soir. Là, vous avez mon QR code pour mon LinkedIn. Si vous voulez me remettre en contact, je suis plus facile d'être en contact via LinkedIn ou via email. Téléphoner, ça ne sert à rien. Les 3/4 du temps, je raccroche parce que je suis en train de faire un coaching, je suis en train de faire une réunion avec des clients, je ne peux pas faire ma journée. C'est un bon signe, ça veut dire que je bosse. Si j'ai le temps de répondre au téléphone, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a personne qui me voit. Donc c'est pas C'est pour ça que coupé, tu as une étude d'école. faire faute. Quand on l'a fait, Voilà. il faut toujours. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans l'exercice de restructuration autour du value stream avec la plateforme, enfin la partie de la boîte plateforme qui reste quand même un point de contention assez important, est-ce qu'il y a une étape ultérieure qui est d'essayer de séparer L'équipe plateforme, elle a comme objectif d'amener toutes les connaissances nécessaires ou tout ce qui est nécessaire pour que les value streams elles sont autonomes. Donc ça va être sur le transfert de connaissances, ça va dire de venir faire comme consultant pour travailler avec les value streams, pour leur amener la connaissance, etc. Tout ce genre de choses. Ça va faire attention. Moi, j'ai par exemple dans un client où ils ont fait une équipe plateforme, mais l'équipe plateforme, au bout d'un an, elle est toujours super nécessaire. Toutes les dépenses vont dessus, mais vous pouvez pas, vous devez transférer la connaissance. Autrement, ça veut dire que vos individus-là, ils n'ont rien à faire à la plateforme, il faut les mettre dans les produits qui sont, et c'est là qu'ils vont amener de la valeur. Donc la vocation, c'est vraiment le transfert de connaissances, Ouais. et non pas d'assurer un service sur une expertise particulière. Non, c'est pas quelqu'un d'intéressant. c'est vraiment, on veut avoir des équipes qui sont autonomes. Après, tu peux très bien avoir dans l'équipe DevOps, pas DevOps, l'équipe plateforme, avoir des individus qui ont une expertise bien spécifique, par exemple Security Officer. Là, je les mettrais plutôt en fait par exemple dans une switch, je les mettrais en facilitateur parce qu'ils amènent quelque chose qu'on ne peut pas distribuer sur les équipes. Je peux rajouter une remarque qui est pas Ouais. Excuse-moi, ton débit. Plateforme, c'est intéressant, c'est que tu commences à quantifier le centre de portefeuille, identifier. Plateforme, c'est comme les services généraux qui aident les autres équipes à délivrer mieux. Et après, tu peux définir, voilà, est-ce que j'ai 80% de mon budget qui est sur plateforme ou ce qui définit la valeur. Et à ce moment-là, tu vois, et là, tu peux redéfinir. Et tu peux demander aux équipes et ça se reconfigure. Et le risque, c'est qu'à terme, il y a toujours plus de gens de plateforme. Est-ce que c'est la tendance? Stop il y a 2 secondes. Merci tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir. Merci, je suis là. Vous pouvez me contacter.